Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Les journalistes exhortés à plus de professionnalisme et de rigueur. Le président de la République était hier face aux médias et à la presse. Échange de vœux du Nouvel An. Les acteurs du secteur veulent un renforcement de l'aide de l'État. Alassane Ouattara les invite à jouer leur rôle dans la consolidation de la paix. Les performances économiques de la Côte d'Ivoire sont remarquables, indique la BAD. La croissance reste forte et soutenue depuis des années. Les perspectives sont tout aussi bonnes pour le pays. La Banque africaine de développement vient de publier son rapport sur les perspectives des États africains. Fin de 47 ans de vie commune. Le Royaume-Uni sort de l'Union européenne aujourd'hui. Londres et Bruxelles vont redéfinir la nature de leurs relations. La sortie sera effective qu'à la fin de l'année. La presse et les médias ont présenté hier le vœu au président de la République. Les journalistes appellent l'État à augmenter l'aide à la presse. 2020, année électorale, le chef de l'État, Alassane Ouattara, exhorte à plus de rigueur et de professionnalisme dans le traitement de l'information. Il a aussi appelé à lutter contre les fausses nouvelles. Je vous propose d'écouter le président de la République. Chers amis des médias, comme les années précédentes, il nous faudra tout au long de cette année continuer de consolider la paix et de renforcer la cohésion sociale dans notre pays. C'est le socle de notre développement et la base de la consolidation de la démocratie. Votre mission en tant que femmes et hommes des médias est de contribuer à éclairer nos compatriotes et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire parce que, voyez-vous, l'information régule la société. Elle permet de savoir, de comprendre, d'agir et de prendre des décisions. Malheureusement, mauvaises quelquefois, et j'espère bonnes souvent. Pour ce faire, vous devez toujours faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Lutter contre les fake news, les fausses informations et les rumeurs qui sont malheureusement favorisées par les nouveaux modes et circuits de diffusion de l'information. Cette exigence sera encore plus accrue, car l'année 2020, comme vous l'avez signalé vous-même, est une année électorale. Je souhaite que les médias prennent leur part de responsabilité dans la conduite du processus afin de renforcer notre démocratie. Ils étaient tous représentés, la presse et les médias. Je vous propose quelques réactions. À la marque du respect et de la considération que le chef de l'État a pour la presse en Côte d'Ivoire. En tant qu'institution, il reçoit tous les journalistes et nous avons des vœux, nous avons des souhaits. Aujourd'hui, la presse a des difficultés et nous souhaitons que le président mette à la disposition du Fonds de soutien et de développement de la presse suffisamment de moyens pour que les éditeurs de presse puissent se relever, pour que les journalistes puissent être bien traités et que ce fonds-là serve à équilibrer et à rehausser l'image de la presse. Pour la presse, une presse forte, une presse qui accompagne le pays, une presse de paix. Et je souhaite la paix pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, l'Union des médias confessionnels, nous attendons beaucoup du président de la République. Nous sommes une union naissante et dans notre projet d'action, nous allons travailler pour contribuer à la paix, à la cohésion sociale et aux élections apaisées. Ce que nous attendons en tant que syndicalistes, c'est que, comme le président de l'UNJCI l'a demandé, une partie du budget de l'État de Côte d'Ivoire soit allouée à la presse pour un meilleur fonctionnement. Si cela est fait, les difficultés dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les entreprises de presse, qu'ont décrié aussi bien les patrons de presse que les journalistes eux-mêmes à cette cérémonie de présentation de vœux, ces difficultés-là pourront prendre fin et les journalistes pourront travailler en toute sérénité. Nos attentes au niveau de la presse, c'est que la qualité s'améliore et que l'année 2020, qui est une année électorale, il faut que nous, la presse, nous soyons à la hauteur de ce que la Côte d'Ivoire, nos lecteurs, nos auditeurs et nos téléspectateurs attendent de nous. On est venu à la cérémonie de présentation de vœux au président et je pense qu'on en ressort très rassuré
Et on espère que ce sera une année assez calme pour la presse. J'opte pour une Côte d'Ivoire de paix et de réconciliation. En ce qui concerne la presse, j'attends de la presse du travail rigoureux afin de servir le pays. Ça a été une occasion pour les journalistes de s'exprimer, mais aussi une autre occasion pour le chef de l'État, même s'il le dit très souvent, de revenir sur des questions d'actualité. On a vu qu'aujourd'hui, il nous a expliqué de façon un peu plus claire toutes les traçabilités de l'écho, par exemple. Comment on arrive à l'écho et qu'est-ce qu'on attend de l'écho. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'on ait ces gestions-là de façon permanente, non pas forcément avec le chef de l'État, mais aussi avec les ministres de tutelle et les autres ministres. Je vous le disais en début de journal, la croissance de la Côte d'Ivoire est forte et soutenue. C'est l'annonce faite par la BAD. La Banque africaine de développement se réjouit de la belle performance réalisée par le pays depuis plusieurs années. L'institution a présenté l'édition 2020 de son rapport Perspectives économiques en Afrique hier à son siège à Abidjan, un document qui examine les défis et les progrès réalisés. La Côte d'Ivoire citée parmi les meilleurs élèves. Alexis Ouedraogo. La Banque africaine de développement accompagne l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de plusieurs projets. À ce jour, elle chiffre 37 opérations totalisant des engagements de plus de 1 424 milliards de francs CFA. Depuis la dernière revue d'avril 2018, 14 nouvelles opérations ont été approuvées. Pour la banque, c'est le résultat des performances économiques du pays. La banque est particulièrement heureuse de constater qu'effectivement, la Côte d'Ivoire se place dans le peloton de tête des 5 économies avec le plus fort taux de croissance, et cela depuis 5 ans. La Côte d'Ivoire a non seulement réussi à maintenir des taux de croissance élevés, mais elle l'a fait en maintenant des taux d'inflation extrêmement bien maîtrisés, et cela est pratiquement inédit dans le monde. Non seulement ces taux de croissance sont impressionnants, mais nous avons également assisté à une augmentation de la consommation, une augmentation de la création de richesses, et avec la création de richesses, effectivement, on peut avoir beaucoup plus de consommation, et on peut avoir, et cela laisse augurer de lendemains meilleurs et de bons lendemains, et notamment au-delà de 2020. Pour la ministre Kabanyale, ces bonnes performances sont importantes pour améliorer les conditions de vie des populations. Le vice-président l'a dit, plus vous créez de richesses, plus vous alimentez la consommation, mais en même temps vous alimentez la demande, donc vous créez aussi de l'emploi. L'État va continuer à travailler sur son cadre macroéconomique, mais surtout faire en sorte que nous puissions laisser davantage de valeur ajoutée localement sur nos produits, la transformation des matières premières, pour accroître donc la part que nous captons en interne sur la valorisation de nos matières premières. Ces engagements bénéficieront sur l'exercice 2020 d'un suivi renforcé. La Centrafrique veut relancer son économie. Le pays, vous le savez, a connu plusieurs années d'instabilité. Un forum se tient en mai prochain à Bangui, dans la capitale centrafricaine. L'événement annoncé ici à Abidjan, une rencontre qui vise à présenter toutes les opportunités d'investissement dans ce pays. Les explications de Francis Boifo. Il est officiellement lancé et va se tenir en mai prochain à Bangui, la capitale centrafricaine. Africa Development for Bangui est un forum qui vise à relancer l'économie centrafricaine. Initié par le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, avec pour thème « Investi dans les objectifs du développement durable ODD », ce forum devrait accueillir 1000 investisseurs. Je lance un appel massif à tous les investisseurs de venir à Bangui au forum du 17 et 19 mai prochain pour investir en Centrafrique. Bien entendu dans tous les secteurs minier surtout, éducation et infrastructure. Nous garantissons aujourd'hui les intérêts. Il est attendu des échanges et des B2B entre opérateurs économiques, des investissements directs et indirects estimés à 5 000 milliards de francs CFA. Restons toujours en économie avec Jean-Jacques Kwame. Cette fois, parlons de ce nouveau système de paiement de la BCEAO. L'UMOA utilise le nouveau spécimen d'effet de commerce. Il s'agit d'une phase test pour les banquiers, entreprises et acteurs évoluant dans le secteur bancaire. L'objectif est de réduire les coûts et sécuriser cet instrument de paiement dans l'espace communautaire. Les effets de commerce concernés par cette rencontre d'information et de communication
sont les nouveaux spécimens de la lettre d'échange et du billet à ordre. Les effets de commerce étaient utilisés par les opérateurs économiques et traités par les banques dans des conditions qui n'étaient pas vraiment sécurisées. Les effets étaient établis sur des imprimés courants et puis leur traitement n'était pas automatisé. À cela, il faut ajouter les insuffisances dans le traitement des effets de commerce, les règlements jugés longs et les risques opérationnels. Cette rencontre qui réunit banquiers, chefs d'entreprise et les acteurs opérant dans le secteur du commerce est pilotée par le Comité ouest-africain d'organisation et normalisation bancaire et financière. Elle s'inscrit dans la phase de transition des spécimens dans des effets de commerce dans les 8 pays de l'UEMOA entrés en vigueur depuis le 1er novembre dernier. Au terme de ces rencontres, un nouvel environnement de test est mis en place sur la période allant du 16 décembre 2019 au 14 février 2020, concomitamment à une campagne d'information et de communication sur les effets de commerce dans l'UEMOA. Cette réforme s'inspire des expériences de la France et du Maroc qui ont déjà franchi le pas, faisant des effets de commerce et moyens de paiement dématérialisés dans leur système d'échange bancaire. Donc la norme fait évoluer ce moyen de paiement pour le moderniser, le sécuriser et simplifier son usage pour l'ensemble des acteurs. L'application des nouveaux spécimens d'effets de commerce sera généralisée dans l'espace UEMOA après les différentes rencontres d'information. On parle d'une autre réforme ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'avènement du budget programme. Les contrôleurs financiers veulent s'approprier cette nouvelle approche de la dépense publique. Ils sont 73 à avoir bénéficié d'une formation au cours d'un séminaire. C'est un jour de réflexion pour mener à bien leurs activités. On fait le point avec Jean-Luc Bangbo. Le séminaire de Grand Bassam est venu mettre en lumière les nouvelles attributions du contrôleur financier. On note ainsi que c'est à ce fonctionnaire que revient désormais l'examen de la soutenabilité du projet de budget des ministères, des institutions et des collectivités décentralisées. Il évalue également la performance et assure le contrôle a posteriori du patrimoine de l'État. Les contrôleurs financiers ont ainsi pu se former sur le nouveau circuit d'exécution des dépenses publiques, mais également sur le dispositif de contrôle interne. À ce stade, nous pouvons affirmer que les contrôleurs financiers de Côte d'Ivoire sont prêts pour démarrer la gestion en mode budget programme. Pendant l'année 2020, nous allons poursuivre le cycle de renforcement des contrôleurs financiers et de tout le personnel de la direction du contrôle financier. Le contrôleur financier, à la faveur de la réforme des finances publiques, demeure pour le gouvernement une des structures essentielles pour la mise en œuvre de la bonne gouvernance. Cheville ouvrière de cette réforme, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État a marqué son engagement à œuvrer à la mise en œuvre effective des recommandations et conclusions de ce séminaire. Et une bonne gestion des finances publiques permet de financer les programmes de développement. Les lycées professionnels de Bouna et Zouaounien sont annoncés. Le projet avance bien. Bientôt le lancement des travaux. L'étude relative à la mise en œuvre vient d'être présentée à la primature. Ces écoles vont former des spécialistes en agriculture, élevage et pêche. Francis Boifou. Bientôt, le lancement des travaux de construction des lycées professionnels de Bouna à l'est et de Zouaounien à l'ouest. Ces deux établissements devront assurer un enseignement et un apprentissage de qualité dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les modules de formation sont calqués sur le modèle canadien, ce qui a amené le gouvernement à faire former à Abidjan des enseignants et superviseurs pédagogiques chevronnés à l'élaboration des programmes de formation. Les programmes ont été écrits, ils doivent être implantés, donc nous demandons l'implication de l'État. C'est des programmes liés au processus de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Les innovations, c'est des nouvelles pratiques, c'est-à-dire être capable de faire une production efficace. Ces établissements aussi seront capables de former aussi bien ceux qui sont déjà dans ces trois domaines-là, mais de façon formelle, leur donner des méthodes scientifiques pour mieux améliorer leur production, ou ceux qui désirent vraiment rentrer dans ce domaine-là de façon nouvelle. Daouda Ouattara représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie de restitution de l'étude sur la rédaction des programmes de formation. Cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre global du développement économique durable de notre pays traduit la volonté du gouvernement à mettre en œuvre de façon concrète l'adéquation formation-emploi
En effet, l'accès à la formation est l'un des piliers fondamentaux du bon déroulement de l'exercice de la fonction dans la mesure où elle favorise l'équilibre, l'autonomie et la bonne qualité des prestations de services. Le projet de construction des lycées professionnels de Bouna et de Zouaounien est financé par la Côte d'Ivoire avec l'appui de la Banque islamique de développement. L'unité de gestion des projets du cabinet du Premier ministre assure la coordination et le suivi des activités. La transformation digitale en tête des perspectives de la CNPS en 2020, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale a présenté ses prévisions. e-CNPS, la plateforme en ligne qui aidera à sécuriser le recouvrement et faciliter le paiement des prestataires. L'entreprise entend mettre en œuvre le régime social des travailleurs indépendants dès ce premier trimestre. Herman Zirion, Jean-Marc Djadji. L'effectivité des cotisations pour la couverture maladie universelle, CEMU, la prise en charge des accidentés de travail, le traitement rapide des dossiers des agents partant à la retraite sont, entre autres, les missions assignées à la CNPS. Au cours du déjeuner de presse, les responsables de la CNPS ont tenu à présenter leur nouvelle plateforme numérique e-CNPS. Désormais, tous les services offerts par la CNPS, de même que les différentes opérations bancaires, seront suivis en ligne. Aujourd'hui, avec la plateforme de paiement en ligne que la CNPS met à disposition, il pourra procéder au règlement des déclarations de cotisation au titre de la CNPS et au titre de la CEMU sans avoir à se déplacer. Quels sont les avantages pour l'employeur? Gain de temps, économie de moyens. En tant qu'institution qui mobilise des capitaux, la CNPS se tourne vers le numérique et avec ce portail Internet, elle entend attirer le maximum de souscripteurs et fournir ainsi un service de qualité. Pour 2020, nous projetons que nous allons franchir la barre de 100 milliards d'excédents. Tout ceci nous permet d'assurer la pérennité de tous nos régimes, notamment du régime de la retraite, et aussi d'injecter de l'argent dans l'économie ivoirienne. Notée AA par une agence de notation financière internationale, la CNPS se porte financièrement bien et à pied d'œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de ses adhérents avec son entrée dans l'ère de la digitalisation. L'État veut accroître la participation des femmes au développement de la Côte d'Ivoire. La question de leur autonomisation au cœur d'un séminaire. Le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme a réuni tous les acteurs pour réfléchir sur la question. Les participants vont élaborer une feuille de route dont nous parle Boko Clément. Durant 2 jours, experts et spécialistes des questions d'autonomisation des femmes vont plancher sur le document de stratégie nationale de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Il va s'agir pour eux d'apporter leur contribution à l'enrichissement de ce document qui se veut la boussole du secrétariat d'État. La représentante résidente de l'ONU Femmes, représentant le coordonnateur du système des Nations Unies et l'ambassadeur de l'Union européenne ont salué les efforts du gouvernement pour l'autonomisation des femmes. Quelque chose a changé aujourd'hui. On a un cadre commun, une stratégie qui donne ces cadres à nous tous. Et je dois dire, c'est un très bon document. Initiatrice du séminaire, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a rappelé la nécessité pour la Côte d'Ivoire de prendre en compte le genre dans les politiques de développement. Pour preuve, ce rapport de la Banque mondiale intitulé « Et si l'émergence était une femme ?» qui démontre clairement que notre pays, la Côte d'Ivoire, engrangerait entre 6 et 8 milliards de dollars supplémentaires, soit l'équivalent de 20% de son PIB, s'il parvenait à réduire les discriminations entre hommes et femmes. La Côte d'Ivoire s'est engagée sur cette voie. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la ministre Anne-Désirée Ouloto a partagé ses solutions pour la réussite de la politique d'autonomisation des femmes. Faisons en sorte que le ministère de l'Intérieur s'assure que dans les projets, les programmes triennaux, dans les budgets, il y a une ligne destinée à l'autonomisation de la femme. Nous devons prendre notre bâton de pèlerin pour inverser la tendance. À terme, il va s'agir de valider un plan de travail qui guidera l'ensemble des actions du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes.
Et les femmes sont aussi présentes dans l'agro-pastoral. Les acteurs du secteur étaient réunis à Abidjan. Il s'agit de la deuxième réunion régionale. Les participants vont trouver des solutions à l'investissement et à la transhumance dans l'espace CEDEAO. Ce dialogue doit aboutir à la mise en œuvre effective des recommandations de Cotonou. On voit plus de détails avec Lydie Sadia et Herman Guivet. 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, se réunissent pour trouver des stratégies en vue de développer l'élevage traditionnel. Les pays conjuguent leur expertise pour accroître l'investissement dans le pastoralisme et la transhumance. C'est un projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, dénommé PREDIP. La réunion d'Abidjan vise à évaluer l'avancement des recommandations du projet étendu sur 5 ans. Il s'agira donc d'évaluer un peu quelles sont les activités qui ont été menées durant le semestre au niveau de différentes composantes dans les différents pays, d'apprécier l'évolution et décliner s'il y a des difficultés, quelles sont les mesures d'orientation qu'on pourra donner, quelles sont les solutions qu'on pourrait bien préconiser par rapport à cette évolution des activités. Le projet PREDIP est financé à hauteur d'environ 17 milliards de francs CFA par l'Union européenne. L'Union européenne est engagée depuis de nombreuses années maintenant sur la question du développement de l'élevage et la promotion du pastoralisme. Et donc il était naturel qu'on en vienne à soutenir ce projet PREDIP qui est donc sur l'ensemble de la zone CEDEAO. L'initiative du PREDIP est soutenue par l'État ivoirien. L'agriculture et l'élevage sont des secteurs qui ont contribué au développement de nos États et continuent de jouer un grand rôle dans nos économies respectives. Ainsi, la problématique de la transhumance et du pastoralisme transfrontalier mérite de profondes réflexions par les pays sahéliens et côtiers pour préserver l'intégration régionale séculaire et florissante de nos États. Cette rencontre d'Abidjan, qui constitue la deuxième après celle de Cotonou, s'étend sur 3 jours. Plusieurs résultats sont attendus au terme de cette réunion. Le poumon écologique d'Abidjan va continuer de nous oxygéner. Il n'y aura donc pas de destruction d'une superficie de 25 hectares du parc national du Banco. Une rumeur sur les réseaux sociaux annonçait cette décision pour la construction du métro d'Abidjan. Il n'en est rien. Le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves a apporté un démenti. Godfrey Okambawa. On ne touche pas à la forêt du Banco. Ne laissons pas faire, car il y a d'autres alternatives que de détruire une partie de la couverture forestière du Banco. C'est en substance la pétition lancée récemment par une blogueuse sur les réseaux sociaux dénonçant ainsi une prétendue destruction de 25 hectares du parc national du Banco pour la construction du métro d'Abidjan. Face à la presse, le directeur général de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, dément cette information. Quelqu'un a fait un tweet pour dire qu'une partie du parc national du Banco a été cédée pour faire le tracé du train urbain. Et la personne a dit qu'on a vendu à peu près 25 hectares. Le tweet, nous avons répondu pour dire qu'il est dans l'erreur. Il a retiré son tweet. Parce que la personne vient régulièrement à l'OIPR. Je lui ai dit, moi j'ai un décret avec toutes les précisions. La personne a retiré son tweet. On a été fort surpris qu'il y a peut-être 2 semaines, une blogueuse a repris le même tweet avec la même image et a mis en ligne une pétition pour demander aux gens, pour demander à ce que les gens signent cette pétition, pour demander au ministre de l'Environnement de ne pas vendre une partie de leur forêt. Donc aujourd'hui, j'interviens pour dire que nous ne vendons pas une partie du forêt, aucune partie du parc national du Banco n'est à céder. Le parc national du Banco, situé en plein cœur du district d'Abidjan, est estimé à 3348 hectares. Le directeur de l'OIPR rassure, aucune partie de ce patrimoine n'a été cédée. Selon lui, l'OIPR dispose aujourd'hui de ressources nécessaires pour assurer la conservation des 14 parcs nationaux et réserves naturelles dont dispose la Côte d'Ivoire. Les femmes s'impliquent dans la promotion du vivre ensemble. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO initie une rencontre, un dialogue entre les femmes de Côte d'Ivoire. Elles appellent à l'apaisement. Elles ont aussi fait des propositions pour une bonne année électorale. Ami Meïté, Alexis Ouedraogo. Les femmes veulent la paix en Côte d'Ivoire.
Elles l'ont dit au cours d'échanges entre les représentantes de partis politiques, de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme. Nous avons voulu échanger avec les femmes, plutôt que de rester dans nos bureaux et décider des actions à mener sur le terrain. Nous avons voulu échanger avec les femmes pour qu'elles expriment leurs opinions, pour qu'elles expriment les solutions et qu'ensemble on puisse voir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir, pour toute l'année 2020. Les recommandations qui ont été faites seront retravaillées, c'est-à-dire aller vers les politiques, aller vers les gouvernants, aller vers les religieux, aller vers les chefs traditionnels, aller dans les communautés et parler avec les couples. Sensibiliser les femmes au vote et inscrire les nouveaux majeurs sur la prochaine liste électorale. Autant de propositions pour encourager l'apaisement du climat politique préélectoral. Il y a un adage qui dit « ce que femme veut, Dieu veut ». Tout compte fait, le monde entier que vous voyez, il est gouverné par les femmes. Un homme sort, qu'il a des difficultés, il prend note. Quand on dit la nuit porte conseil, c'est quoi? Il vient faire recours à sa femme. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO et l'ONG Vivre sans violence engagent les femmes au renforcement des liens de fraternité et à la consolidation d'une paix durable dans le pays. Le dossier politique nous emmène en Guinée-Bissau. L'élection présidentielle tenue fin décembre, tous les observateurs internationaux avaient salué le bon déroulement du scrutin. Mais voilà, seulement quelques semaines après le second tour, le pays est dans l'impasse. Une grosse période d'incertitude ouverte. La commission électorale a déclaré vainqueur Umaro Sissoco Embalo, ce que conteste son adversaire Domingos Pereira. La Cour suprême a quant à elle ordonné la vérification des procès-verbaux. Confusion générale. Les populations partagées entre doute et espoir. Le dossier politique est signé Abdoulaye Koné. 47 ans, Umaro Sissoco Embalo est le nouveau président élu de la Guinée-Bissau. Du moins, c'est le verdict des urnes qui a été rendu public par la CNE, la commission électorale, qui donne la victoire à l'ancien général de brigade et ancien premier ministre avec 53,55% des voix contre 46,45% pour son rival, Domingos Simoes Pereira, leader du PAIGC. Je suis un homme rassembleur. Guinée-Bissau a besoin d'un homme qui va nous rassembler. Mais quelques jours après se produit un coup de théâtre, le candidat malheureux et majoritaire au Parlement dénonce des fraudes et invite la Cour suprême à se prononcer sur la validité du second tour du scrutin. Déçu de la tournure des choses, la jeunesse a pourtant fondé beaucoup d'espoir en ce scrutin. J'attends du nouveau président qu'il crée les conditions pour que nous, les jeunes, puissions étudier et obtenir un emploi après. On veut aussi une vraie université publique. Si la commission électorale considère comme définitifs les résultats qu'elle a publiés, un arrêt de la Cour suprême demandant un apurement des résultats vient exacerber la confusion à Bissau. L'institution précise n'avoir pas ordonné un nouveau comptage des voix, mais une vérification des procès-verbaux. La confusion prend de l'ampleur quand au niveau régional, la commission de la CEDEAO se félicite dans un communiqué du 22 janvier de l'organisation pacifique du premier et du second tour d'un scrutin observé par des missions internationales et salue la victoire d'Umaro Sissoco Embalo. Dans le cafouillage, Domingos Simoes Pereira, leader du PAIGC, fustige l'attitude de la commission. Selon lui, la CEDEAO outrepasse ses prérogatives en reconnaissant la victoire de son adversaire au mépris de l'arrêt de la Cour suprême, la plus haute institution de souveraineté de Guinée-Bissau. Aujourd'hui, depuis le début de tout cela, on a dit clairement qu'on n'utilise que les instances démocratiques de notre pays. C'est pourquoi on a saisi le Cour suprême. On n'a pas fait de bagarre, on n'a pas contesté n'importe où. On a accédé à un organe de la souveraineté de la Guinée-Bissau qui est censé éclairer toute situation de conflit qui est liée au procès électoral. Une position battue en brèche par Umaro Sissoco Embalo, le nouveau président élu. Le seul organe compétent de gestion électorale en Guinée-Bissau, c'est la Commission nationale indépendante des élections. Et aujourd'hui, je pense que tout est clair. Et les choses que la Cour suprême avait demandé la Commission nationale indépendante de faire, c'est pour les signatures des procès verbaux.
Et ce procès-verbal était déjà signé, il est envoyé à tous les organes de la souveraineté, y compris le président sortant et le gouvernement et le président de l'Assemblée. Et aujourd'hui, ils ont fait les déclarations. Demain, ça va terminer avec les conférences de presse de la Commission nationale indépendante. Depuis la décolonisation, le pays est en proie à une instabilité chronique avec 4 coups d'État et une quinzaine de tentatives de putsch depuis son indépendance du Portugal. L'une des principales préoccupations de la population reste l'amélioration des conditions de vie. Mon attente, c'est qu'ils développent le pays. Ils trouvent les jobs pour les jeunes, le travail. Il faut qu'il y ait du travail pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui n'ont pas de travail. Les gens ne font que parler, ne font que bavarder. Ils ne s'occupent qu'à leur poche. Dans son discours télévisé du Nouvel An, José Mariovac a salué la retenue de l'armée pendant les 5 années agitées de son mandat. Il est le premier chef de l'État depuis l'instauration du pluripartisme à terminer son mandat sans être destitué ou assassiné. Dans un pays dont le régime semi-présidentiel favorise les conflits entre le chef de l'État et le Parlement, il a appelé à la bonne gouvernance et à réformer la Constitution. La Guinée-Bissau va-t-elle continuer de faire preuve d'une instabilité chronique? Le feuilleton Mbalo Pereira nous situera davantage, du moins jusqu'à la date annoncée de l'investiture du nouveau président, le 15 février prochain. Le dossier politique, toujours l'incertitude en Guinée-Bissau. Dans le reste de l'actualité, après 47 ans de vie commune, le divorce prononcé aujourd'hui, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne devient effective. Le départ du Royaume-Uni s'accompagne d'une période de transition jusqu'à la fin de l'année 2020. Londres et Bruxelles vont tenter de négocier leurs futures relations. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.